Bonjour, bienvenue à la visite du village gay de Toronto et son histoire. C'est une visite qui est présentée par la Société d'histoire de Toronto en partenariat aussi avec Franco Queer. Et moi, je suis Ronald Diloman. Je suis membre du conseil d'administration de la Société d'histoire de Toronto. Et également, je travaille pour Franco Queer comme coordonnateur d'établissements d'intégration pour un projet de soutien auprès des réfugiés LGBT qui parlent français à Toronto. Alors, ça me fait plaisir de vous faire visiter le village. Il y a beaucoup à voir, mais on va se concentrer sur certaines choses plus importantes et permettre de découvrir un peu sa vitalité, un peu son histoire, mais aussi sa composante sociale aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons commencer à parler de l'histoire comme telle du village gay. Mais avant, je pense que c'est très important de mentionner que les terres où nous sommes étaient des terres habitées par les peuples autochtones depuis plus de 10 000 ans. Et je pense entre autres aux Hurons-Wendat, à la nation Sénéca et la nation Mississauga et Nouvelle-Crédit. Alors c'est important de réaliser que c'était leur terre ici. Et après, c'était colonisé. Et un peu plus tard, c'est devenu, un peu plus tard, le village gay, entre autres. Alors, une des raisons pour lesquelles on arrête ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Entre autres, on est tout près du coin de Alexander et Yonge. Et c'est là qu'il y a le premier, qui est considéré comme le premier bar gay du village de Toronto. Et c'est la taverne Saint Charles. Et la taverne Saint Charles, là, on parle à peu près des années 1960. C'était un bar qui est ouvert à tout le monde, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler à cette époque-là d'un bar gay comme tel. Mais au fur et à mesure, c'était l'endroit où ce que les gays en profitaient pour sortir avec des amis femmes et d'aller s'amuser à la taverne. Et c'est devenu la place pour les gays en général à Toronto. Et au moins une dizaine d'années, c'était très populaire. Il y avait souvent aussi des bals costumés, des parties d'Halloween, des choses comme ça. Et les gens venaient même du quartier pour venir voir le phénomène. Aussi, il faut dire qu'il y a aussi un peu de violence et d'arrestations policières, des descentes et tout ça. Alors, ça fait partie d'un peu de cette histoire-là. Et ce bar est situé juste au pied de la tour de la caserne de pompiers, qui existe toujours, qui est maintenant un monument historique et protégé par le patrimoine. Et ça a été restauré. Et on est encore dans un moment de changement parce que dans tout le quartier, maintenant, il y a beaucoup d'édifices qui sont détruits et c'est des tours d'habitation mixtes avec des commerces qui s'immergent un peu partout. Et justement, où est-ce qu'il y a le bar Saint-Charles, il y aura aussi une tour bientôt, mais il semblerait que la tour comme telle sera protégée. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont l'arranger ensemble. Aussi, pas loin du coin, sur la rue Gouverneur, qui est juste en face, il y a le centre YMCA. C'est un centre sportif, un centre de culture et de différents événements pour tout le monde, mais c'est un endroit qui est très fréquenté par le village gay. C'est tout près, c'est là, c'est moderne, il y a des piscines, on peut faire du sport et tout. C'est un endroit très fréquenté par la communauté. Nous avons ici également le Buddies in Bad Time, qui a l'air un peu vieux, mais je vous dis que c'est très actif. Il y a beaucoup d'événements qui se passent ici. Il y a beaucoup de créations théâtrales. Il y a beaucoup d'événements de levée de fonds. Il y a ça permet à des artistes locaux de pouvoir produire un spectacle sur place ici. C'est très fréquenté. Et
Pour faire un lien avec l'histoire du village, comment ça se fait qu'il y a eu un village ici? Comment ça s'est passé? Il y a plusieurs facteurs. On peut parler de facteurs démographiques, on peut parler de facteurs politiques et aussi commerciaux, en fait. Alors, donc c'est fait d'une manière organique, c'est devenu tout à fait naturel, pour plusieurs raisons. Par exemple, pas loin d'ici, sur le coin de College et Young, il y a College Park. Avant, c'était les magasins Eaton. Un peu plus loin, vous aviez le magasin Simpson. Il y avait beaucoup de magasins. Il y avait beaucoup d'employés qui étaient gays ou lesbiennes qui travaillaient là. Alors, c'était un endroit où il y avait de l'emploi pour eux dans certains domaines. Et en même temps, il s'est développé, par exemple, des habitations qui étaient commodes et pratiques ici pour les gens qui étaient célibataires à l'époque. On les appelait les bachelors à ce moment-là ici. Alors justement ici, on a les coops d'habitation, c'est 3 édifices qui est justement désignés pour ces gens-là. Alors ça permettait à des gens de se rassembler et un peu partout dans le village, la communauté s'est installée. Un autre phénomène, ça serait la question de défense des droits. Pourquoi je dis ça? C'est que il y a eu différents événements dans l'histoire importantes. Par exemple, je vais souligner ici la fameuse opération Savon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a eu une descente policière. Ça, je parle du 5 février 1981. Il y a eu une descente policière dans plusieurs saunas où il y avait des gays qui y fréquentaient. Et ça a été un peu un événement assez violent pour la communauté. Il y a eu 300 arrestations. C'est pas quelque chose de négligeable. C'est beaucoup de monde. Et c'est beaucoup de monde aussi qui sont mis dans les journaux, qui sont dénoncés. À l'époque, c'était une situation épouvantable. Et puis aussi, il y avait beaucoup de dommages à propriété. Je crois qu'on peut croire évidemment que les forces policières voulaient rendre la communauté LGBT silencieuse, mais c'est tout à fait le contraire qui est arrivé. Finalement, après ça, il y a eu des protestations, des manifestations monstres qui fait que la communauté s'est rassemblée, s'est un peu plus radicalisée, s'est organisée, s'est donné une voix et on a commencé à faire des manifestations qui a été les débuts des parades Pride, où ce qu'on manifestait. Alors Pride a toujours été un défilé pour des raisons politiques, pour des raisons de revendication de droits, pour aussi revendiquer un style de vie et tout. Alors ça a eu beaucoup d'impact. Alors le fait que ça s'est fait dans ce coin-ci de la ville, ça aussi, ça a aidé à former le village gay également. Ensuite, un autre facteur aussi qui est important, c'est le centre communautaire 519, qui est sur la rue Church, on va le voir plus tard. Et ça, c'est un centre, au début, c'était un drop-in. Alors, il y avait des activités pour la communauté LGBT, il y avait des cliniques de dépistage HIV, Assault Free Clinic qu'on appelait, qui étaient là avant, etc. Et donc, c'était devenu une espèce d'un hub, d'un centre où ce que la communauté pouvait se rencontrer également. Alors, je pense que ce sont des facteurs qui font qu'on a créé petit à petit un village gay à Toronto. Alors, nous voici sur le coin Alexander et Church. Alors, quasi dans le cœur du village. En fait, on est dans le village même, parce que la rue Church se trouve à être le centre du village gay de Toronto. Et on s'arrête ici sur le coin d'Alexandre et Church pour jeter un coup d'œil à cette fameuse statue de cet élégant monsieur qui est là, Alexander Wood qui s'appelle. Alors, voilà la coïncidence. Alors, le nom de la rue, c'est son prénom. Et pour ceux qui s'intéressent au niveau géographie, là, il y a la prochaine rue juste au sud, c'est la rue Wood, qui est son nom de famille.
Alors, pourquoi Alexander Wood? C'est que dans le passé ici, c'était le domaine de M. Alexander Wood. La communauté était des Anglais et des Écossais ici, au début de la colonie, sur les terres amérindiennes, mais ils ont commencé à s'installer ici. Le village, qui à l'époque de M. Alexander Wood, était à peu près de 700 personnes. Alors, c'est tout petit et ça se trouve beaucoup plus près du lac d'Ontario. M. Alexander Wood, il faisait beaucoup de choses. Il était chef, il s'occupait de la justice, il était commerçant, il avait un magasin, il faisait partie de la milice. Il avait plusieurs titres et c'est tout écrit sur la plaque, tous les titres qu'Alexander Wood a eus. Et à la fin, on a ajouté « pionnier du village gay ». Alors pourquoi? À cause d'une histoire qui est arrivée, c'est vers 1810, il a eu reçu une plainte d'une dame de la colonie ici, comme quoi qu'elle avait été violée. Et elle disait par contre qu'elle avait réussi à griffer les organes génitaux de la personne. Mais elle ne sait pas c'est qui. Alors, lui, comme juge de paix, il a interrogé plusieurs centaines d'hommes de la colonie pour essayer de voir lequel qui était griffé dans ses organes génitaux. Alors, cette façon particulière fait parler beaucoup les gens, surtout dans un village jusqu'à seulement 700 personnes. Alors, sa réputation était devenue populaire comme à l'époque, on ne disait pas gay, mais on disait Molly à l'époque. À ce moment-là, il était considéré comme homosexuel. Ça a influencé son commerce et tout. Et un peu plus tard, ce scandale a pu le fait qu'il est retourné en Europe pour quelque temps et ensuite il est revenu. Alors, c'est un peu cette histoire-là. Là. C'est drôle quand on y pense que 150 ans après lui, le village gay se trouve sur le même territoire ici. Alors, on va prendre du temps pour faire le tour de la statue, pour voir les différentes plaques qui montrent ça. Et puis juste derrière la plaque, on voit justement une scène sur une plaque où qui est en train de regarder les organes génitaux d'un homme. On le voit de dos, on voit les belles fesses. Et vous allez voir que les fesses sont un peu usées parce que beaucoup de gens les touchent et ça porte bonne chance. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la vie sociale de la communauté LGBT du village gay de Toronto. On est dans plein centre du village et c'est ici que les gens viennent pour sortir, s'amuser, danser, prendre un verre, rencontrer leurs amis et célébrer. Et c'est l'après-midi maintenant, il y a des gens qui sortent, il fait beau, mais plus la journée avance et toute la soirée, c'est bondé de monde. On a la difficulté le week-end de passer sur le trottoir, il y a des filets devant chaque bar pour pouvoir rentrer. Alors, quelques bars d'intérêt ici, c'est entre autres Boutique Bar, qui existe depuis maintenant 7 ans. Franco Queer a un partenariat avec Boutique Bar. On fait souvent nos événements dans ce bar-là à l'occasion et les propriétaires sont des francophones. Il y a aussi de l'autre côté, vous avez par exemple le bar Black Eagle. Il y a différentes façons de participer à la communauté, à sa vitalité. Entre autres, le bar Black Eagle, l'Aigle Noir, qu'on pourrait dire en français,
attire les gens qui aiment, par exemple, les uniformes, le cuir, les barbus. Alors, il y a toute une clientèle qui vont là, mais évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Ils ont des belles salles à l'intérieur et aussi un patio au toit en arrière pour les barbecues, par exemple. Et aussi, cette communauté-là est très proche de la communauté en général. Ils font souvent des levées de fonds pour venir en aide à différentes activités et programmes pour aider les gens dans le besoin. Il y a aussi Flash, qui est de l'autre côté, en arrière de moi. Flash, c'est un bar pour danseurs nus. Alors, c'est la spécialisation. Alors, il y a des spectacles le soir. Et tout de suite, à côté, vous avez les bars Sailors et Woody's. C'est un genre de taverne très populaire. Woody's existe depuis les débuts de la communauté gay ici à Toronto. C'est très bien décoré, c'est une bonne place pour rencontrer. Il y a des spectacles aussi le soir, un peu de danse. C'est absolument très fréquenté. Alors, nous allons continuer la visite vers un peu plus au nord, en s'en allant vers la rue Wellesley. Là? Alors, ils font un tournage sur les possibilités du village. Ah, ok. Je vais présenter le titre. Ouais. Alors, on fait le tour du village. On va tranquillement vers le centre. Maintenant, on va parler un peu des affaires dans le village ici. C'est une vieille rue. Il y a des commerces qui sont ici depuis les années 50. Et je parle des commerces qui sont des commerces de famille, en fait. Entre autres, il y a une quincaillerie un peu plus loin, Dudley's, qui est là depuis une cinquantaine d'années, certainement. On n'a qu'à voir à l'intérieur, les planchers sont encore en bois. C'est super sympathique. On a un service personnalisé. Il y a aussi une épicerie plus bas ici, qui est Poussataries, qui existe depuis 1956, si je me souviens bien de la date. Et puis, c'était une entreprise familiale.
Et puis dernièrement, c'était vendu à une autre famille, mais ça continue toujours. Alors il y a des commerces traditionnels, il y a aussi évidemment beaucoup de restaurants et des fast-foods. Et chacun se prépare pour la Pride en fait, pour célébrer la communauté LGBT, son histoire, sa vie. Et je dois ajouter aussi, évidemment derrière moi, les vives couleurs qu'on a. À travers le village, on s'aperçoit aussi qu'il y a des murailles de couleurs, des peintures et les banques comme institut d'affaires important pour le commerce ici. Il y a TD, il y a BMO et puis il y a aussi le RBC. Et tous les trois affichent fièrement les couleurs de LGBT pour la communauté. Et c'est extraordinaire. Le RBC, c'est le tout dernier venu. La banque, elle était là depuis cet hiver, je crois. Alors, on va voir vous allez voir des photos de ces belles couleurs ensemble. Et aussi, plus tard, je vais vous montrer une photo du coin de rue qu'on est ici sur Wellesley et Church dans les années 20. Nous sommes en train de faire une construction sur la rue. Alors voilà, là, on va poursuivre notre visite. Nous allons aller vers le nord sur la rue Church, au nord de Wellesley. Alors nous voici au centre communautaire le 519, le fameux communautaire qui offre des services auprès de la communauté LGBT. C'est un édifice qui existe depuis longtemps. Ça n'a pas toujours été le 519, évidemment. Dans le passé, ça a déjà été plusieurs choses, entre autres un centre sportif. Il y avait aussi un centre sportif pour le sport, la crosse ici. Il y avait le cricket, il y avait le tennis, il y a eu des associations allemandes qui étaient ici, il y avait toutes sortes de groupes. Et un jour, c'est un édifice qui est assez vieux. Et à l'époque, on démolissait plusieurs édifices publics, entre autres, pour faire autre chose. Alors, lorsque la communauté LGBT qui prenait forme dans le village ici a eu vent de ça, a mis un peu de pression sur la ville. Ils ont suggéré de se servir de cet édifice-là pour avoir un drop-in center, en fait, qui est devenu finalement un centre communautaire LGBT pour la communauté. Et c'est très important pour l'histoire de la communauté parce que c'est à travers ce centre et son animation qu'on a pu faire deux choses. On a pu à la fois améliorer les relations avec le gouvernement, avec la police, avec la communauté. Ça, c'était important pour construire justement cette relation publique. Et aussi, ça a été un centre où on pouvait avoir des services, entre autres des services d'aide. Et aussi, il y avait une clinique de dépistage HIV-Sida au début qui était ici. Et ça a continué. Il y a eu des personnes politiques, genre Jack Layton, qui était aussi impliqué ici. Et d'autres personnes. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire le tour du centre communautaire 519. Ils ont un parc tout le tour et ça s'appelle le Barbara Hall Park. Et on pourrait voir une murale. Et aussi, très important, on va faire un arrêt au Memorial. Alors, c'est un monument aux victimes, des personnes qui ont été victimes du HIV-Sida. Très beau à voir et émouvant.
Alors nous voici devant le... Excusez-moi, c'est un peu émotionnel. C'est le mémorial aux victimes de la fameuse pandémie de VIH-Sida. Alors, c'est un monument assez exceptionnel qu'on a ici derrière le centre communautaire Frank 19. Et c'est une série de plaques dans lesquelles on retrouve les noms de ceux qui sont décédés. Et je passais devant et je voyais des francophones d'ailleurs, qui ont mon âge, qui sont décédés. Et puis plus j'avançais, plus je voyais des plus jeunes qui sont décédés aussi. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des décès à cause du VIH-Sida. Mais ce qui est frappant aussi, c'est le nombre. Le nombre, dans les débuts, les premières colonnes, une année, par exemple 1984, il peut y avoir plusieurs colonnes, c'est juste des noms de la même année. Et plus on avance, une plaque seulement, c'est juste une année. C'est différent. Il y a moins de personnes qui en meurent maintenant. Cependant, le HIV-Sida existe toujours. C'est toujours un problème. On a beaucoup de travail à faire au niveau de la communauté francophone, au niveau des jeunes, des moins jeunes et aussi des personnes âgées également qui sont affectées. Et j'en profite pour dire aussi que Franco Queer est aussi partenaire avec une organisation qui s'appelle Action Positive. Action Positive a été justement une réponse à cette situation de HIV-Sida. Action Positive travaille pour ceux qui sont affectés, qui ont le VIH-Sida ou qui sont non affectés. Et puis, ils offrent des services d'aide justement à la communauté francophone à Toronto. Et puis, c'est un endroit rassembleur, parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, il y a des gens qui viennent visiter. Il y a des amis qui voient leur amant, un ami qui est décédé, ils apportent des fleurs. Et c'est toujours là pour visiter. Et puis, à l'époque, entre autres, les familles, lorsqu'ils apprenaient que leur fils était décédé, ils espéraient de venir voir le monument ici, puis voir leur nom de leur fils sur la plaque. Et chaque année, il y a aussi une vigile qui est organisée dans le temps de la Pride, de la fierté à Toronto. Et ici, il y a des milliers de personnes. Il y a des membres du gouvernement, la première ministre de l'Ontario qui vient ici, des ministres. On attend des chiens à côté. C'est un parc pour les chiens, pour la communauté ici. Alors, au temps de la vigile, je reviens, c'est assez émouvant. Il y a une scène ici, il y a des poèmes, il y a des chansons, il y a un temps des réflexions, et puis toute la communauté se rassemble pour prendre le moment de penser à tous nos amis qui sont décédés. Voilà.